Salut à tous, bienvenue dans Femmes de foot, la seule coupe sans tirage au sort, la seule coupe 100% foot féminin. Alors cette semaine, pour le 12e tour de F de F, nous reviendrons sur le tirage au sort de la Coupe du Monde féminine qui a eu lieu ce samedi en direct sur Eurosport. Ensuite, il sera temps du débat du jour et si les Bleus avaient intérêt de terminer deuxième de leur groupe, ce sera la question du jour. Et puis enfin, vous saurez tout sur la 12e journée de Division 1 féminine qui a eu lieu ce week-end. Pour aborder tous ces débats, ils sont là, nos consultants, ils coupent toujours. Elle a été élue Miss Coupe au carré 2010, Miss Coupe au bol 2012, mademoiselle Mélina Boetti. Lui, c'est pas compliqué, il en a croqué 5 des Coupes de France, 2 des Coupes d'Europe et 197 Coupes Melba. C'est monsieur Patrice Lair. Il a la pêche. Et puis, que dire de notre journaliste émérite? Lui, il a couvert la Coupe du Monde 2011 en Allemagne. Il l'a fait avec brio, mais sans bigoudi. C'est monsieur Johan Aubois. Ensuite, que dire de notre Thomas Mekich national, notre chroniqueur? Lui, il est en mode coupe et décalé. Coupe et décalé. Coupé, coupé. Enfin, notre invitée. Elle a une coupe d'enfer, elle n'a tout juste 20 ans et elle a pourtant déjà gagné une Coupe du Monde U17, une Coupe d'Europe U19. Merci d'accueillir la défenseur de l'En Avant Guingamp et de l'équipe de France, mademoiselle Gridge Mbok. Bonsoir Gridge. Bonsoir. On s'offre une coupe? Il n'y a pas de souci. C'est parti, générique. J'avais un petit message à vous faire passer puisque j'ai été invitée une première fois sur l'émission et c'est vrai que je me suis plutôt bien amusée. Donc je voulais savoir quand est-ce que j'allais être réinvitée en fait. Mais très bientôt, Sarah, pour l'heure, c'est toute la Bretagne et tout l'En Avant Guingamp qui est représenté avec Gridge Mbok. On est ravis de vous avoir sur notre plateau. Gridge, tout va bien? Tout va bien. Messieurs, mademoiselle, c'est évidemment le moment de la carte blanche qui est consacrée, et oui, déjà, on va aller vite, on va mettre du rythme, consacrée à notre invité. La question est la suivante: combien Gridge Mbok a-t-elle déjà disputé de matchs de Coupe du Monde? 53. Coupe du Monde. Coupe du Monde. U17. Alors attends. 53. Ah non. Patrice. 28. Non. Combien? 28. J'ai gratté l'euro. C'est pas honnête. 10. Eh bien, c'est évidemment notre master, Johan Aubois. Faut dire que la concurrence ce soir. On est volé. Mais c'est pas ça, j'avais l'euro en tête aussi. Oui, et la question est la suivante: combien de matchs Je suis pas assez discipliné. du monde? Est-ce que vous avez une idée de la réponse exacte, Gridge? 12. Eh bien la voilà, c'est pas compliqué, hein, on n'est pas champion du monde par hasard, mademoiselles, messieurs. On va revenir justement sur les chiffres et les statistiques de Gridge Mbok, si vous le voulez bien. C'est d'ores et déjà impressionnant. À 19 ans, même peut-être 20, hein, on va remettre ça au goût du jour. 77 matchs de D1 féminine, 7 buts, meilleur espoir de D1 en 2013-2014. Et puis en équipe de France, des chiffres impressionnants, déjà 7 sélections chez Léa. Et puis on l'a dit, championne du monde U17, championne d'Europe U19, 3e au dernier mondial U20 et puis ballon d'argent dans cette même catégorie en l'été qui vient d'avoir lieu au Canada. On a forcément envie de parler de la Coupe du Monde au Canada. Vous y étiez il y a quelques mois. Quel souvenir en gardez-vous? Et est-ce qu'on va se régaler encore en juin prochain pour la Coupe du Monde des grandes? Moi, j'en garde comme souvenir que c'était une aventure, on va dire magique, parce que on a fait un très bon championnat et oui. C'était chouette, il y avait de l'ambiance au Canada, ou est-ce que vous avez le sentiment que c'est un vrai pays qui respire le football? Non, oui, c'est vrai que c'est un pays qui respire le football. En plus, on était au Canada, donc forcément à Montréal, en plus, c'était plutôt francophone.
Donc on avait pas mal de public derrière nous et ça nous a poussé à aller jusqu'au bout et faire de bons matchs et de bonnes choses. Évidemment, la Coupe du Monde, c'est l'autre grande nouvelle du jour. On est très heureux et très fiers sur Eurosport de pouvoir vous annoncer qu'on vous proposera en direct et en intégralité toute cette Coupe du Monde en juin prochain au Canada. Juste pour vous donner un avant-goût de ce qui se passera, regardez ce clip. Exactement, on a les droits et on en est super heureux. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. On a une année absolument extraordinaire à vous proposer sur Eurosport en termes de football féminin. Évidemment, la Division 1 féminine, la Coupe de France féminine, la Ligue des Champions avec, on l'espère, le Paris Saint-Germain jusqu'au bout puisque Eurosport sera diffuseur de la finale de la Ligue des Champions. Et entre-temps, l'Algarve Cup avec cette année un plateau exceptionnel. Rendez-vous début mars du côté du Portugal pour cette compétition qui sera une vraie répète de la Coupe du Monde des A qui aura donc lieu en juin prochain au Canada. Pour le moment, place au championnat. On revient à l'actualité chaude, ce qui s'est passé ce week-end sur les terrains de Division 1 et ça vous est présenté par Pauline Schatz. Premier match de la phase retour de D1 ce week-end, on a senti comme un petit parfum de tension, un peu d'électricité du côté de la capitale qui recevait un Guingamp désireux de rendre une belle copie pour conserver son avance sur Montpellier. La copie fut plutôt bonne mais insuffisante pour les petites bretonnes qui encaissent un premier but signé Shirley Cruz à la 33e minute. Les parisiennes poussent, tentent, mais les guingampaises résistent. La deuxième période reste dans la même veine. Gridjembok et compagnie matent les assauts adverses et défendent leur territoire jusqu'à la 66e minute et le plat du pied d'Aurélie Cassi. 2-0 pour les Parisiennes qui auraient pu tripler la mise à plusieurs reprises. Mais le troisième but est finalement l'œuvre de Cassandre Fourouberger pour Guingamp. Il reste un gros quart d'heure à jouer et les occasions se multiplient. Victoire parisienne ou match nul ou victoire parisienne. L'incertitude persiste jusqu'aux dernières secondes, mais aucun filet ne tremblera plus. 2-1 donc pour Paris qui reste au contact de Lyon, tandis que Guingamp rate le coche et laisse Montpellier lui chatouiller les pieds. Les Héroltaises, justement, parlons-en. Elles n'avaient plus joué depuis 3 semaines et leur match nul face à Soyaux. Autant le dire tout de suite, elles avaient les crocs et sur le terrain d'Albi, elles se sont amusées comme un chat avec une souris. Le triplé de Jacobson notamment pour une victoire 7-1. Montpellier est de retour, Montpellier se rassure, mais attention, Montpellier reçoit Lyon dimanche prochain. Sur la pelouse de Rodez qui accueillait Soyaux, il faisait froid, très froid. Un festival de buts aurait pu réchauffer le cœur et le corps de la centaine de spectateurs, mais non, pas l'ombre d'une réalisation et presque aucune occasion. La volonté des joueuses était palpable, mais les erreurs techniques trop nombreuses pour aboutir à quelque chose. En toute fin de match, Rodez frôle la défaite avec une tentative dangereuse mais manquée de Justine Deschamps. 85e minute, le public vient de vivre le moment fort de la rencontre. Quelques secondes plus tard, le sifflet retentit sur un score nul et vierge. 0 partout, mais une place de plus pour Soyaux qui remonte au 6e rang. Enfin, une photo, 3 joueuses et 52 réalisations. Voici les 3 meilleures buteuses de D1. Ada Egerberg, Lotta Schelin et Eugénie Le Sommer se sont un peu Miss France et ses dauphines version foot. Et elles l'ont une nouvelle fois prouvé ce week-end. Quadruplé de Schelin, triplé d'Egerberg et doublé de Le Sommer pour une insolente victoire 11-0 face à Metz. 2 autres rencontres lors de cette 12e journée et même score, 5-1 entre Issy et Juvisy et entre Arras et Saint-Étienne. Les Amazones quittent la zone de relégation tandis que Juvisy continue son sans faute face aux équipes classées derrière lui. Saint-Étienne qui sort de la zone rouge, c'est peut-être la réaction qu'on attendait de la part des Amazones. Oui, Hervé Didier a bien géré les 3 matchs qu'il avait. Déjà à Soyaux, de gagner à Soyaux,
gérer aussi le match en semaine qu'ils ont perdu contre Lyon. Mais bon, il a épargné quelques joueuses en les sortant, en les laissant un petit peu se reposer. Et puis gagner le match super important hier contre Arras avec une belle manière. Le score est là. Non, ils sortent de la zone dangereuse. C'est bien. Maintenant, il faut penser un petit peu à se renforcer. Et je pense que c'est une équipe qui va remonter au classement. Mais je vois le groupe est scindé en 2 groupes. 5 équipes pour jouer un petit peu les premières places. Et puis jusqu'à Soyaux, je pense qu'on peut jouer la descente. Et Arras et ici sont vraiment mal. Et Metz, qui est descendu, retour dans la fameuse zone rouge. Vous avez été gentil de diviser l'écran en 3 parce qu'on n'aurait pas eu le temps de montrer tous les buts de Lyon. C'est un peu pénible parce qu'elles représentent leur club. Et l'entraîneur, Jérôme Aurionnais, n'était pas content. Il a dit qu'elle n'avait pas respecté le maillot. Mais elle représente aussi leur discipline. Et moi, combien de fois j'ai entendu dire, bah oui, regarde, t'as vu tes résultats, il y a 11 buts, il y a 15 buts. C'est ça le foot féminin. Voilà. Metz, en plus, avait fait de bonnes choses auparavant. Il y a eu un 2-2 à Montpellier. Donc, je comprends pas qu'on puisse, après en avoir pris 15 à l'aller, en reprendre 11 derrière. Il y a un moment, il faut un petit peu de dignité. Et je pense qu'elles vont se faire recadrer cette semaine par leur coach. 26 buts, c'est la moitié des buts de Messins ont été encaissés quand même contre Lyon, quoi. Donc c'est un chiffre. Ouais. Mais est-ce que c'est important finalement de passer à côté d'une équipe contre laquelle vous ne pouvez pas prendre de points si vous êtes là dans les matchs décisifs? C'est important pour le moral, il faut fermer. À un moment donné, tu sais que tu vas prendre une valise. Il faut de dignité, et puis il faut mettre. Tu mets 2 lignes de 5 dans ce cas-là, tu bloques. Enfin, je sais pas. Il faut bloquer, il faut malheureusement peut-être muscler un petit peu le jeu. Jouer des absents aussi. Jatova n'était pas là, Emma n'était pas là non plus. Mais bon, je pense que Aurionnais n'était pas content. Pas en termes de contenu forcément de match, même si tu en prends 11 et que tu es passé à côté, mais c'est en termes de mentalité, de caractère sur le terrain. Je pense qu'elles n'ont montré aucun caractère pour en prendre 11. Gridge, vous avez joué cette équipe de Metz, vous avez fait 2 partout. Ça vous étonne de les voir en prendre autant contre Lyon? C'est vrai que c'est un peu étonnant au vu du match qu'elles avaient livré contre nous. C'est vrai qu'on avait pas mal dominé le match, mais elles ont réussi à nous mettre 2 buts et non, moi... Est-ce que vous les voyez dans les 3 relégués? Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas encore, mais c'est vrai que 11 buts, ça peut peser à la fin du championnat sur du goal average. Plus les 15 de l'année aussi. Et concrètement, en tant que défenseur, tu prends 11 buts, tu as le moral dans les chaussettes. C'est dur non, de se relever de ça, même si on dit, 5, 6 ou 11, c'est la même chose. Non? C'est vrai que c'est dur de se prendre 11 buts, même personnellement pour soi, c'est vrai que c'est toujours dur de se remettre d'une défaite aussi lourde et j'espère pour elles qu'elles vont réussir à se relever et à aller chercher une victoire après. Ça t'est déjà arrivé de prendre autant de buts? C'est quoi ton triste record? La plus grosse tôle. Voilà, on va dire les choses. Il me semble que c'était 6-0, il me semble. Contre Paris? Je suis pas sûre. Contre Paris ou Lyon? Ouais. Un des deux, je sais plus. Et je suis Juvisy. Mademoiselle Stat, merci. Un petit mot sur le trio infernal. J'aime bien poser généralement ces questions aux défenseurs. Quand on voit Ada Egerberg, Lotta Schelin et Eugénie Le Sommer qui marquent en caracole en tête, est-ce qu'il y a une de ces joueuses qui vous impressionne plus que les autres? C'est vrai que Schelin m'a toujours impressionnée. C'est vrai qu'à chaque match qu'on jouait contre elle, c'est toujours elle qu'on redoutait le plus. On sait que elle prend beaucoup les espaces, elle est puissante et c'est vrai que c'est compliqué de jouer contre une joueuse de ce niveau-là. Et par rapport à ces chiffres, alors dans le duel défenseur-attaquant, toi tu préfères une Lotta Schelin ou par exemple une Elodie Thomis, beaucoup plus rapide, plus près, avec le centre de gravité plus bas? C'est sûr que je préfère être au contact plutôt que de devoir avoir un adversaire qui est vif. Dans les courses, c'est différent. Les courses dans l'axe de Lotta, souvent, part un petit peu de côté travers, pour replonger ensuite. Tom, c'est plus sur la profondeur, bien que maintenant, elle rentre un peu plus. Non, c'est... Quand Lotta Schelin, dans les déplacements, c'est certainement la meilleure joueuse au monde. Ouais. Et pour la tenir, surtout si on lui laisse de l'espace derrière. Je pense que Nikin comme Metz, ils n'avaient pas compris. Ça leur a fait tout le rôle. 4, c'est bien. Je crois qu'elle est à 17, 19, 19, 17, 16 pour Eugénie. Pour Eugénie qui est en très grande forme. Alors, ça fait plaisir de voir Eugénie. Eugénie marque beaucoup de buts. C'est un autre registre aussi. Mais devant, c'est vrai que ça c'est impressionnant. Le Sommer, Schelin,
Gerber. C'est très pas mal. fort. Surtout que tu vois que derrière, c'est Renard et Magerie qui marquent, c'est-à-dire que bon, l'équipe, elle est complète, quoi. On va revenir au Grid, si vous voulez bien, sur la rencontre de ce week-end. Une défaite à Charletti face au Paris Saint-Germain, mais une défaite de buts à 1, très honnêtement. Quel est le sentiment? On regrette de ne pas avoir pris de points ou on est contente d'avoir quand même accroché un des ténors du championnat? C'est vrai qu'on regrette le match nul, parce qu'on aurait pu les accrocher, c'est vrai, mais après, il faut être réaliste et on sait que sur la première mi-temps, elles nous ont beaucoup dominé. Elles auraient pu mettre beaucoup plus qu'un but. Donc c'est vrai qu'on s'en sort très bien en première mi-temps. On a réussi à être solide, mais oui, c'est vrai que non, on ne peut pas dire que c'est un bon résultat parce qu'on a perdu, mais c'est vrai qu'on a fait un très bon match et je pense que ce sera un match référence et qu'il faudra se servir de ce match pour préparer les autres et continuer sur notre lancée. Ça manque, c'est vrai qu'on voit un petit peu votre progression par rapport à toutes ces équipes de tête, parce que mon perdre 2-1 à Paris, bon, c'est tout à fait honorable, même si pendant peut-être une heure vous avez subi, mais vous avez quand même bien fini. Peut-être un nul, ça montre que vous allez être peut-être très proche de certaines équipes et qu'il y a eu une progression, à part le faux pas, je dirais, contre Juvisy, vous faites quand même une très belle saison et vous allez peut-être vous mêler vraiment aux équipes de tête et c'est bien. Au fameux Big Four, justement, on sait que c'est l'objectif un petit peu secret du club breton. Vous vous voyez comment, vous, dans cette hiérarchie? Légèrement devant Montpellier, aux proches de Juvisy, malgré cette lourde défaite aussi que vous avez subie il y a quelques semaines. Comment vous vous sentez, les filles, vous, au sein de l'effectif, par rapport à ce qu'on appelle habituellement le Big Four de la D1? C'est vrai que nous, notre objectif premier, c'était de finir 5e en réduisant l'écart avec le 4e. Mais là, au vu du championnat, au vu de notre début de championnat qui a été plutôt bon, on pense que on peut aller viser un peu plus haut et chercher peut-être la 4e ou voire la 3e place. Mais c'est vrai que ça va être compliqué avec cette équipe de Juvisy, justement, contre laquelle on a pris un score assez large. C'est nouveau cette ambition quand même de dire on commence 5, puis 4, puis 3. C'est quoi? C'est en fonction des matchs justement, de vos performances. Ça vous donne envie un petit peu? Vous en parlez entre vous justement? Oui, justement, c'est en fonction de nos performances aussi, sur ce qu'on montre tous les week-ends. Et c'est vrai qu'on a cette ambition-là d'aller chercher un peu plus haut à chaque fois, sans non plus griller les étapes. Et voilà, on travaille la semaine aussi pour. On va voir et entendre surtout l'avis de Laure Boulot qui a disputé cette rencontre. Il y avait un petit peu de déception malgré la victoire dans les rangs des Parisiennes. Écoutez-la. Il y a une grosse remise en question par rapport à cette deuxième mi-temps, je dirais même plus la moitié, la dernière demi-heure on va dire. Donc voilà, mais c'est quand même positif dans le sens où il va falloir qu'on se remette tout en cause et puis qu'on regarde aussi à la vidéo ce qui n'a pas été. Mais voilà, normalement, quand on encaisse un but, on n'a pas non plus à s'effondrer derrière et à commencer à douter. Donc voilà, au travail. Patrice, vous qui connaissez bien cet exercice du championnat, les Parisiennes sont toujours dans le coup, mais on se demande si parfois cette marge de manœuvre n'est pas parfois un peu faible et est-ce qu'elle pourrait laisser des points en route contre des équipes du registre de Guingamp? Peut-être un petit relâchement, mais bon, ça reste quand même la seule équipe qui peut encore faire le triplé, qui est toujours en course. Faut être honnête de ce côté-là. Quelquefois, il faut peut-être gagner petitement comme ça et y aller jusqu'au bout. Bon, c'est vrai qu'il manque un petit peu d'efficacité sur un match comme hier. Ça a peut-être pu gagner 3-4 à 0 par rapport à la première heure de jeu, mais ils peuvent peut-être être rejoints, même battus sur la fin de match. Non, il va falloir s'améliorer, je pense, quand même dans l'animation offensive, d'être un peu plus efficace et de plier les matchs, parce qu'à un moment donné, il arrivera peut-être un petit couac, et après, ça sera fini, parce que je ne vois pas Lyon se faire accrocher. Vous les avez sentis douter, justement? Vous avez senti le match basculer après votre but? Oui, on les a sentis douter, surtout sur le dernier quart d'heure, où on a beaucoup poussé, et on voit qu'elles avaient un peu de mal à ressortir et à poser le jeu, comme elles l'ont fait en début de match. Et non, on a réussi à la faire douter jusqu'à la fin, et c'est vrai qu'elles avaient un peu de mal, mais voilà, après... En fait, vous avez commencé votre match un peu trop tard. Ouais, je pense qu'on a commencé un peu trop tard, ouais.
Parce que c'était Paris, parce que Paris était trop fort. C'est vous qui étiez un petit peu inhibé par l'enjeu. Bah, c'est vrai qu'on a eu un peu de mal à ressortir, à jouer notre jeu. On était plutôt concentrés à défendre, surtout au début du match. Et bah, c'est vrai des fois, on avait un peu le ballon qui nous brûlait les pieds. Mais ouais, après... C'est ce qui a mis en évidence Sarah Mbarek à la fin du match, à savoir une première mi-temps avec une solidité, une solidarité défensive, et une deuxième mi-temps où il y avait la possibilité de s'accrocher à quelques occasions de but, parce qu'avant votre réduction du score, il y a aussi une action chaude, il y a Henning qui sauve sur sa ligne quasi. Donc là, il y a quand même deux poteaux aussi pour les Parisiens. Oui, du côté parisien, il y a deux poteaux, mais je parle de ce dernier quart d'heure qui était... C'est bien joué, parce qu'il n'y a pas d'efficacité en face, parce qu'à la mi-temps, ça peut faire 4-0 et c'est fini. Après, tu commences à sortir progressivement et après, tu as des occasions. Mais c'est bien de se prouver face à ces grosses équipes qu'on peut être entreprenante offensivement. Pour une équipe comme Guingamp, c'est important, parce que maintenant, vous savez, vous pouvez les accrocher. Peut-être sur un match de Coupe de France, ou je ne sais pas, sur une autre possibilité, vous allez peut-être pouvoir le faire, parce que vous avez démarré le match en étant plus confiant aussi. Et là, ça peut peut-être arriver à un moment donné à battre ces équipes. D'ailleurs, match aller-retour, on sent qu'on aborde différemment le PSG, par exemple. Pronostic était demandé à leur boulot. Samedi, je lui ai dit 2-1. Vous allez vous faire accrocher. Elle me dit on va pas prendre un but. Il n'y a pas de caméra pour filmer. Parce que vous aviez dit 4-0 pour Lyon contre... Bon. Anyway, la bonne nouvelle, peut-être aussi, Gritch pour l'En Avant Guingamp à venir, c'est la recrue d'Ami Otaki, la japonaise, qui évoluait précédemment à l'Olympique Lyonnais sous les services et les ordres de... Les ordres, pardon. De Patrice Lair. L'association avec Oparanozzi devant, ça pourrait faire beaucoup de tort aux défenses adverses. Bah, c'est vrai que ça pourrait faire une très bonne paire d'attaquantes. On sait que ça va venir compléter la puissance de Désiré. Et je pense qu'on en a besoin. On avait besoin d'une attaquante pour cette année dans notre effectif. C'est ce qui nous manquait aussi l'année dernière, un peu. Et déjà, avec Désiré, on a eu un très bon recrutement. Et plus là, Ami Otaki qui va arriver, ça participe à l'ambition dont on parlait. Quand tu disais tout à l'heure 5e, 4e, 3e, faire venir une joueuse comme Otaki, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'en cours de saison, c'est pas anodin. Ça veut dire que tu as envie de franchir un palier très très vite et pas attendre la saison prochaine. Non, c'est une bonne petite joueuse en plus. C'est une joueuse qui connaît déjà le championnat. Ouais, techniquement, c'est bon. Peut-être un petit peu de vitesse, mais qui travaille bien. Puis et quel sens du but? Elle marque beaucoup de buts, elle est assez à droite, elle a un gabarit intéressant. Qu'est-ce qui lui a manqué à Lyon pour... La vitesse, et puis quand on a le potentiel offensif qu'on avait, mais autrement, elle s'en est bien sortie. Franchement, moi, je sais très bien, je lui disais de ne pas retourner au Japon. J'avais proposé à Guingamp déjà. Mais bon, elle est partie. Je pense qu'elle a perdu un petit peu son temps. Mais bon, elle va rattraper son retard maintenant en participant à, je pense, une très bonne fin de saison d'En Avant Guingamp. Et comment tu vois la doublette, justement, au Paronazi avec cette nouvelle joueuse? Otaki, peut-être Otaki un petit peu plus derrière. Derrière et être capable de garder un peu le ballon. Mais bon, c'est une fille qui est capable de garder le ballon, qui s'applique, qui a pied gauche, pied droit, une bonne technique. Bon, peut-être pas assez de vivacité, mais intéressant. Bon jeu de tête aussi. Non, c'est une joueuse très intéressante. Je pense que c'est une bonne recrue. Puis en plus, c'est une super fille, très gentille dans le groupe qui est assez énorme. Vous allez rigoler. Elle n'arrête pas de sourire, sauf avec Patrice Lair. Qui risque d'apporter un peu plus de sourire encore dans cet effectif guingampais. On a évoqué le cas de Lyon. C'est aussi l'occasion de revenir sur la performance, la réaction de Montpellier. Il était temps. Il était plus que temps. Oui, bonne réaction. Puis le réveil aussi de Jacobson, elle a marqué un triplé. Ça, c'est important aussi. Puis surtout, dans la confrontation avec Lyon samedi prochain à Gramont, ça peut être un match qui peut mettre peut-être Lyon un petit peu en danger. Le terrain, il a pas mal fait là-bas. Faire attention à ce que ce soit pas un réveil un petit peu en trompe-l'œil parce qu'elle marque très vite. Et tout de suite, tu te mets le match dans le bon sens. C'est quand même plus simple, tu gagnes en confiance. Alors qu'elle restait sur une mauvaise série. Si elles vont pas marquer au bout de 18 secondes tous les week-ends. Donc, on leur a suffisamment reproché de ne pas mettre plus d'impact dans le premier quart d'heure. Mais on va attendre justement confirmation. Non mais là c'est bien, il y a les jeunes qui scorent, les étrangères qui portent l'équipe. Jacobson, on l'attendait là, les passeuses et buteuses.
voilà, ça commence à prendre, quoi. Grinch, C'est une bonne équipe. je sais que vous avez pas mal de copines, hein. On pense évidemment à Sandy Toletti ou à Claire Lavogé qui joue avec vous en équipe de France. Vous les avez senties comment? Vous les avez eues un peu au téléphone ces dernières semaines? Il y avait un petit peu de doute. Comment elles expliquent ce passage à vide un peu du côté de Montpellier? Bah, c'est vrai que j'ai eu Sandy et non, je sais pas. Je pense que c'est aussi le fait qu'elles ont un groupe assez jeune aussi comme nous, un peu comme nous. Elles ont peut-être manqué un peu de leader, d'expérience. Ouais, sauf que, ouais. Et je pense que ça a dû jouer. Mais là, je vois que elles ont réussi à se remettre assez largement. Hein. On Voilà. rappelle une très grosse victoire du côté d'Albi. Avant d'évoquer justement cette 13e journée à venir, est-ce que vous pensez que Montpellier a les moyens d'accrocher l'Olympique Lyonnais la prochaine journée? Ça dépend de l'état du terrain et de l'agressivité de Montpellier. Si Montpellier retrouve une certaine agressivité sur un terrain qui ne sera peut-être pas forcément très très bon, peut peut-être refaire le coup du Paris Saint-Germain. Elles avaient embêté les Parisiennes lors du match aller. Jusqu'à la 90e. Mais bon, il va falloir être très costaud défensivement et pas dormir comme au match aller à Gerland. Premier centre, Cajot. Bon, peut-être falloir éviter ça. Ouais, j'ai pas de certitude là-dessus parce que voilà, ça reste l'Olympique Lyonnais. Ce que je voulais évoquer, c'est que quand même, elles n'ont pas joué face à Juvisy, peut-être au moment où elles étaient un petit peu dans le trou. Et ça, c'est une bonne chose de pouvoir prendre Juvisy après ce match-là face à Albi qui les requinque quelque peu. Ça va être le match très important pour recoller un petit peu parce que s'ils ne battent pas à Juvisy, vous allez en profiter et vous allez vous rapprocher un petit peu. Justement, ça change avec les coéquipières de Montpellier quand vous appelez? Bah non, on ne chambre pas trop parce qu'on sait qu'il y a un peu de déception. Je laisse passer un peu de temps. Peut-être que je chambre un peu. Parce que c'est vrai que là, avec les copines, il y a quand même une triplette bien représentée entre beaucoup de joueuses qui sont à Juvisy. On pense à Kadidiani, à Aïssatou Tounkara, idem du côté de Montpellier. Vous êtes extrêmement nombreuses de cette génération des U20, entre guillemets, du côté de Guingamp. On doit se scruter un peu entre les trois coins de la France là, pour avoir un peu des infos sur qui va passer devant. Ouais, c'est toujours un peu la chambre à droite à gauche. Oui, c'est vrai qu'on se taquine un peu. Après, ça reste bon enfant et voilà, on en rigole. Mais bon, quand on s'affronte sur le terrain, c'est sûr que c'est pas la même chose. Puis vous avez un atout. Vous avez fait match nul à Montpellier. Vous allez les recevoir. Ça peut jouer là aussi. On va regarder justement le programme de cette 13e journée de D1 féminine qui aura lieu le week-end prochain. On a évidemment évoqué ce choc entre Montpellier et l'Olympique Lyonnais. La veille, il y aura eu un match important aussi dans la lutte pour le maintien entre Arras et Rodez. Guingamp, l'en avant, recevra Saint-Étienne, Gridge. Et puis le dimanche, Montpellier, donc Lyon, Juvisy qui recevra Albi et le Paris Saint-Germain du côté de Metz. Sans oublier le choc du bas de classement entre Soyaux et ici. Juvisy aussi, il ne faut pas oublier Juvisy. Un petit peu, mes amis de Juvisy quand même. Belle victoire aussi. Et c'est une équipe qui est... Comme l'an dernier, elles avaient taquiné, resté sur les talons de Paris jusqu'au bout. Non, bien, ils sont toujours dans le rythme, bravo. Ouais. Ce sera d'ailleurs le prochain rendez-vous en direct sur l'antenne d'Eurosport du côté du championnat avec ce déplacement de Juvisy à Gerland face à l'Olympique Lyonnais. Ce sera encore une fois un des rendez-vous importants de cette fin d'année. On va évoquer, si vous le voulez bien, chers amis, chers Gridge, la Coupe du Monde à venir. C'est le moment de notre débat. On est à 180 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Vous avez vécu en direct ce tirage au sort ce samedi. Et si les Bleus pouvaient terminer deuxième, est-ce que ce serait mieux? C'est le débat et il vous est présenté par l'excellente Mélina Boetti. Alors, samedi, je me suis vue belle. Je me suis fait le film, le rêve bleu. Je me suis dit, bon, ok, tirage facile, F comme facile. Formalité Mexique, partie de plaisir Colombie, finger in the nose Angleterre. Jusque-là, tout va bien. J'ai dit, ouais, en plus, je suis bilingue. Donc, j'ai dit, ok, ça passe, on est tranquille. Et puis, finalement, avec un peu de recul, en regardant, en analysant un peu le calendrier, je m'aperçois que j'ai pas regardé plus loin que le bout de mon nez. Puisqu'en fait,
Je vous le fais en bref. En gros, 8e de finale, si on déroule, si on aspire à aller très loin dans cette compétition, et ce que la France veut faire. Donc déroule 8e de finale, Espagne, quart de finale, Allemagne, demi-finale, États-Unis, finale, Japon, tenant du titre, cerise sur le gâteau. Et donc là, je me suis dit, peut-être qu'on s'est quelque peu fourvoyé. Donc en gros, c'est ce que disait Romain, la question c'est, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de finir second de ce groupe F, second, ce qui voudrait dire commencer par la Norvège en 8e pour aller jusqu'au Canada. Et donc on va. Et pourquoi pas meilleur 3e aussi? Pourquoi pas ne pas venir du tout à la Coupe du Monde? Enfin, écoute, à un moment donné, on va être champion du monde sans battre, sans l'Allemagne, sans battre le Japon, sans battre les États-Unis, sans battre. À un moment, il va falloir y passer. Donc, si tu envoies le message dès le départ du calcul, on va être 2e pour pas les affronter. Tu es en train de dire à tes adversaires, on a la trouille. Je vois ton côté démago. Bon allez, on est dans la compète, on joue tous les matchs, les uns après les autres. Patrice, si on donne tout, évidemment. Patrice, ça m'a donné la niaque. Évidemment, non mais en étant un peu fin tacticien, même en amont du rectangle vert. Ouais, alors est-ce qu'il n'y a pas possible? Tu prends qui Norvège en 8e. Norvège, finale du championnat d'Europe. C'est quand même une équipe qui est redevenue solide, qui peut être très très embêtante. Et tu sais pas comment va se passer le premier tour. On parle de la Colombie, ça va être facile, le Mexique, ça va être facile, l'Angleterre, ça va être facile. Tu peux avoir du petit bois, tu peux avoir des... Il y a Gerberg, Patrice, tu vas défendre la Norvège. Non. Gerberg... Non, mais voilà, c'est très dangereux de calculer comme ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé justement avec un coach, avec un staff, dans une compétition importante? On sait que avec les U19, avec les U20, vous aviez l'Allemagne sur votre parcours. Est-ce qu'à un moment, on est tenté de se dire ce serait plus intéressant d'aller sur ce tableau-là et donc de laisser éventuellement un résultat nous échapper? Non, je pense qu'il n'y a pas de calcul à faire. Ouais, après, si on veut gagner une compétition, faut jouer, faut battre toutes les grosses équipes à un moment donné. Donc, qu'on joue l'Espagne ou la Norvège, il faudra les battre quoi qu'il arrive. Donc, non, il n'y a pas de calcul. Je présente la question autrement. Donc, on a d'un côté Espagne, Allemagne, USA. Non, mais parce que, ok. Et de l'autre, Norvège, ça va, Canada. Cameroun, on n'a qu'à prendre. Canada, Japon. Qu'est-ce que tu as à choisir, Gridge? Allez, on se parle entre quatre yeux là. Tu as à choisir Espagne, Allemagne, USA et de l'autre côté Norvège, Canada, Japon. Comme ça. On parle pas de. Ok, on a tout gagné en amont, mais voilà, tu as à choisir. C'est sûr que je préférerais prendre une équipe beaucoup plus abordable. Après, comme je disais, il y a. Si on regarde le tableau, il faut reconnaître que la partie haute est bien plus relevée sur le papier que la partie basse. On est tous d'accord tout de même là-dessus. La question, Patrice, quand on a une épreuve comme ça, avec désormais des huitièmes de finale, il y a plus d'équipes que lors des Coupes du Monde précédentes, donc un match de plus. On rappelle sur des terrains synthétiques qui physiquement sont quand même plus compliqués à gérer que des terrains en herbe. Est-ce que c'est aussi un paramètre important sur un parcours d'enchaîner des matchs où on peut être effectivement plus fort en termes de confiance en battant des grosses équipes, mais peut-être un peu usé et trop usé pour aller au bout? Non, il faut gagner, se permettre en gagnant de pouvoir avoir des temps à un moment donné, de pouvoir... Non. Il faut jouer, dans l'esprit de compétition. On les a déjà battus. Tu peux pas déjouer parce que je comprends. Faut pas calculer. Oui, évidemment on peut se prendre le revers de... L'ambition, c'est une médaille, ou gagner la compétition. Même là, être capable de battre là, tout le monde, c'est présomptueux de mettre le tableau. Parce que, alors d'accord, les deux équipes par groupe sont qualifiées, quelques meilleurs troisièmes. Mais c'est gênant de dire, on va choisir nos matchs. Ça se trouve, on n'aura pas le choix. Allez, on chaud, nos consultants. Gridge, restez avec nous. On observe une courte page de pub. Chacun revient un peu sur ses idées. Vous aussi, le hashtag F2F. Et on se retrouve tout de suite pour la suite du débat. Adeline Rousseau, allez Cande, on compte sur toi. Elle vous écoute, Cande, et elle sera très bientôt avec nous sur Femmes de Foot. On est de retour pour cette deuxième partie. On était dans un débat chaud, bouillant. On va le continuer avec toujours Gridge Mbok, Yohan Oboa, Mélina Boetti et Patrice Lair. Alors, que les choses soient claires, on est en huitième de finale. Si on est premier, normalement, on doit jouer
l'Espagne. Si on est deuxième, potentiellement la Norvège. Est-ce qu'il y a un avantage à jouer l'une de ces deux équipes plus que l'autre? Moi, j'ai une inquiétude sur l'Espagne et je crois que c'est une inquiétude partagée par le staff de Philippe Bergerot. Philippe disait, voilà, on les connaît pas bien, elles veulent pas nous affronter en match amical, elles ont l'air un petit peu de se cacher. Alors je sais pas, qu'est-ce qu'elles cachent, un niveau un petit peu faible ou au contraire des progrès qu'elles ont pu faire ces derniers mois? Non, elles ont progressé, c'est une bonne nation. Hein. Elles avaient déjà posé des problèmes au bleu. Oui, bien sûr. À l'Euro, 1-0, but de Winder Renard. Mais depuis, on ne sait pas trop, quoi. On les a pas vus. Depuis, elles ont une nominée dans le top 10 du Ballon d'Or. Boquete. Capable de bien jouer sur synthétique aussi, je cours. Capable de coups d'éclat, oui. Non, c'est une bonne équipe. Une bonne équipe, mais bon, si on joue sur notre valeur, il n'y aura pas photo. C'est pas sur le 8e de finale, à la limite, que... Ah, mais elle est déjà en finale. Non, mais heureusement, attends, je crois en notre équipe de France. C'est pas parce que j'essaie d'imaginer un meilleur scénario que je suis pas d'accord avec vous qu'il faut gagner des matchs importants, d'autant plus que le chemin est encore plus long puisqu'il y a maintenant un 8e de finale et un match en plus. Et finalement, battre peut-être la Norvège, ce serait se débarrasser d'un gros cador, passer une marge supérieure, gagner beaucoup en confiance, tout en ayant des adversaires derrière, un chouille moins élevé. La Norvège, je sais pas, la Norvège. Sur synthétique, la Norvège, c'est lourd, ça. Bon, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les sélectionneurs de l'Espagne et de la Norvège? On les a interviewés à la sortie du tirage au sort. Écoutez-les. Le Brésil et la Corée du Sud aussi est dangereuse. Le Brésil est un classique, la Corée du Sud a un gros potentiel au niveau physique et au niveau de la vitesse aussi. Et le Costa Rica est bien solide, il possède une grande technique. Je pense que c'est un groupe équilibré mais qu'on sera en mesure de se qualifier. On va prendre les choses pas à pas, match par match et on verra où ça nous mène. La France et l'Angleterre sont des équipes solides comme nous. Je n'ai pas étudié le calendrier comme vous l'avez fait, mais je suis sûr que vous avez raison. La Norvège, on sait que c'est une équipe surprenante qui avait d'ailleurs, dès les matchs de poule, fait tomber l'Allemagne avant de les retrouver en finale pour être courtement battus. Le problème, Mélina, c'est que si vous sortez de la Coupe du Monde dès les 8e, c'est une véritable catastrophe. Vous avez terminé deuxième de votre groupe et en plus vous sortez dès les 8e. Est-ce qu'on a accepté aussi que nos Bleus terminent 4e juste avant le podium? On n'arrête pas de à l'Euro, on attendait beaucoup, on est sorti en quart, on l'a vraiment mal vécu. On s'arrêtera pas en 8e. Voilà, pour moi que ce soit Norvège ou Espagne, c'est pas là que ça bloque. On arrive au niveau des quarts. Quart, Canada ou Allemagne. C'est très marseillais. Très loin, la finale. Pour moi, l'Allemagne est favorite. Pour moi, l'Allemagne est favorite de la compétition. Et ils sont passés. Grige, vous avez joué cette équipe d'Allemagne avec l'équipe de France. Une victoire 2-0 en Allemagne. Sincèrement, sur le terrain, quel ressenti vous avez eu? Vous avez vu ces Allemandes douter, regarder l'équipe de France peut-être un peu autrement. Vous aviez aussi battu cette équipe d'Allemagne sur des compétitions de U19. Elle vous avait finalement sorti en demi-finale de la Coupe du Monde U20. On parle souvent de cette rivalité avec l'Allemagne. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est de plus en plus proche, voire peut-être devant les Allemandes? Oui, j'ai le sentiment qu'on s'approche pas mal des Allemandes. C'est vrai que là, avec la sélection A, on les a battus. Après, ça reste un match amical. Il y a eu une très belle prestation. Le début du match a été compliqué. Elles ont eu quelques occasions très chaudes dès les premières minutes. Mais après, on a su se reprendre et l'équipe a montré un très beau visage pendant tout le match. Et on marque 2 buts et c'est totalement mérité. On va être clair, on va conclure notre débat. Vous êtes la principale intéressée, Grige. Alors, est-ce que finir deuxième, ça pourrait être, oui ou non, une bonne option? Non. Définitivement? C'est bien. Définitivement. Eh bien, tant mieux, parce que je vais pouvoir gagner. Elles seront toutes comme ça, il n'y aura pas de souci. C'est-à-dire que tu ne m'aurais pas pris dans ton équipe?
Allez, trois joueuses devraient justement la disputer, tout comme Gridge, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite, cette Coupe du Monde en juin prochain au Canada. Elles étaient avec nous sur ce plateau. Il s'agit de la Française Laure Boulot, l'Allemande Lira Alouchi et la Suédoise Caroline Seger. Regardez les drôles de dames, on les a suivies en coulisses. Good luck. La France. Oh Groupe F dans... Ah, ça fait bizarre, j'en tremble. Yes. Ouais, je sais, mais... C'est quoi? Attends. Ah, ça va. Mexique, c'est technique. C'était ma meilleure vanne. Non. Ah you will remember. Norvège. Oh, c'est un scandale. Suisse. C'est vrai? Ouais. Aïe aïe aïe. Oh non, Seger. Mamie. Mais son corps de mamie, il va pas résister, hein. La pauvre. Ça, c'est le groupe de la mort. Beaucoup de sourires entre ces trois Parisiennes. Vous avez également des internationales au sein du club de Guingamp. Et par exemple, Désirée au Paranozzi, qui est dans un sacré groupe avec justement l'Allemagne, la Suède, les États-Unis. Vous avez parlé de ça un peu avec elle. Elle était déçue, elle était contente? Non, elle était contente de... Déjà, elle sait qu'elle va participer. Elle est très contente de participer. Après, c'est vrai qu'elle est tombée dans un groupe assez compliqué et elle le sait aussi. On en a un peu rigolé avec elle. Mais non, ça va. Elle était contente. Ouais, ça va, elle est contente. Vous allez rigoler encore un peu, Gridge, puisque le phénoménal Thomas Mekich nous a rejoint. Avant les facéties de R. Mekich, on va se passer ce moment qui vous est consacré. Mélina a sorti sa plus belle plume pour vous écrire et c'est signé La Boétie. Super, bien jailli ça. Allez, propre. Attention, attention, ça vient d'eau, couvre, protège. Première, coupe la trajectoire, balance en corner, il y a le feu. T'as le temps, relance, tranquille. Allez, à la tombée du ballon, passe-lui devant. Bien joué, tu es un phénomène. Cher Grillage, toutes ces remarques en tant que défenseur, cela fait bien longtemps que vous les avez intégrées. Vous, c'est en avant, Mbok. Vous êtes le pilier de la défense guingampaise, mais surtout la rampe de lancement de son ambition offensive. Se projeter vers l'avant, chercher la profondeur, vos marques de fabrique. Celles des grandes joueuses en devenir, ces pépites encore brutes sur lesquelles on parie. 19 ans seulement, déjà 77 matchs de D1 dans les jambes et un titre de meilleure joueuse espoir en 2013. Réservée, en dehors, sereine, dans le champ, vous n'avez pas fini de grandir et faire parler. Chez les Bleus, aucune n'a votre palmarès. Ni vos sœurs bretonnes Camille Abili et Eugénie Le Sommer, ni Wendy Renard, votre modèle, à qui vous allez certainement prêter main forte au Canada l'été prochain. Champion du monde U17 et Ballon d'Or en 2012, dans l'histoire des Coupes du Monde féminines, jamais avant vous une défenseur l'avait obtenu. Ballon d'argent, cette année au Mondial U20, presque un rituel, et entre-temps un titre européen avec les U19. Désormais, vous êtes dans la cour des A pour défier les grandes. Sur tous les plans, à tous les niveaux, quel que soit le terrain, vous serez attendu. Et c'est parce que vous mettez votre maturité au service du ballon que vous êtes là ce soir pour travestir Étienne de la Boétie. Soyez résolus à ne pas rester sur vos bases et vous voilà libre. Gridge, la maturité, c'est un mot qui revient très souvent pour définir. Vous êtes d'accord? Vous vous sentez plus mature que les filles de votre âge?
Bah, après, je ne sais pas si je suis plus mature, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on me décrit le plus souvent. Et oui, sur le terrain, j'essaie de montrer que voilà, je peux, enfin, T'as le job, quoi. Voilà. Sereine. Voilà, un peu sérénité. Non, mais bon, t'es la joueuse la plus proche d'être titulaire en équipe de France. Par rapport à toutes les jeunes, je pense, par rapport à ton potentiel, par rapport à aussi ta force sur le terrain. Hein, on sent une joueuse qui est déjà mature, qui a déjà des qualités, pied gauche, pied droit dans le jeu long, capable d'intervenir, d'anticiper. Bon, naturellement, il faut continuer à bosser. Je pense que quand l'entraîneur à Guingamp fera le nécessaire, rester la tête sérieuse et toujours au travail. Et je pense que tu vas pouvoir, dès que Laura Georges arrêtera, jouer avec Wendy en défense centrale. Et c'est tout ce que je te souhaite. Et je pense que tu as une grande carrière devant toi. Voilà, c'était la petite déclaration d'amour du coach Patrice Lair. On va enregistrer celle-là. oui. Profitez-en, c'est pas toujours le cas. Moi, je vais en profiter pour questionner encore notre invité. C'est le moment du face-à-face. Alors moi, Grills, déjà, je voulais mettre un peu de musique, un peu sympa pour qu'on soit entre nous. J'ai eu quelques infos. Il paraît que c'est un petit morceau que vous aimez bien la danse aussi. Et puis, moi, j'ai une coloc qui était en pleine galère, qui avait une petite question à vous poser. On l'écoute. Gridge, j'ai une petite question pour toi. Comment tu fais pour avoir des crampes au mollet alors que t'as pas de mollet? Tu pourras m'expliquer? C'est cette histoire. Bah, c'est vrai que en fait, mes mollets ils sont assez hauts et en fait, elle fait souvent référence aux mollets de coq. Ouais. Voilà. Tu manges des fruits de mer, toi, tu es un peu musculaire. Hein, c'est ça quand même. Moi, je voulais revenir sur ce titre de champion du monde U17. Je pense que c'est un des moments les plus importants dans votre carrière avec ce ballon d'or. On sait que d'autres jeunes ont été sacrés ballon d'or et jeunes champions du monde. On pense à Paul Pogba et je crois que c'est un joueur que vous appréciez particulièrement. Oui, c'est vrai que j'apprécie particulièrement parce que déjà il est jeune et il a réussi à s'imposer avec les A et c'est vrai que c'est un exemple pour tout jeune. C'est un modèle et pas au niveau capillaire quand même. Parce que tu vas pas faire comme lui. Ah, il y a eu une tentative. Quelques tentatives extravagantes. Parce que vous êtes quand même souvent considéré, avec des joueuses comme Claire Lavogé ou Sandy Toletti, comme cette relève qui gagne en bleu, un petit peu comme peuvent l'être justement Varane et Pogba. Vous avez le sentiment d'avoir un peu sur vous, sur vos épaules, cette représentation de la génération dorée, l'avenir des Bleus? On n'en a pas encore forcément conscience, mais c'est vrai qu'on a gagné pas mal de titres, on a acquéri un palmarès aujourd'hui et nous on va essayer de travailler pour pouvoir faire la même chose en A et voilà, on va tout faire pour. Le futur, et c'est important, l'avenir toujours, mais le passé aussi a une place de choix dans la carrière de chacun. Et on est au téléphone, si vous le voulez bien, avec Françoise Le Hasif, qui est la personne qui vous a quelque part découvert en termes de football. Françoise, quand vous voyez le parcours de Gridge aujourd'hui, j'imagine que vous êtes dit que vous aviez eu du nez sur ce coup-là. Oui, bonsoir à tous. En effet, parce que si je vous dis que la première fois que j'ai dû l'observer, elle jouait au poste d'attaquante, et je me suis vite aperçu que ses capacités d'évolution étaient plutôt d'ordre et dans le domaine défensif. Quand vous voyez Gridge aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout surprise de la voir en équipe de France, sacrée championne du monde U17, championne d'Europe U19, deuxième meilleure joueuse de la Coupe du Monde U20 il y a encore quelques semaines. Ça vous paraissait presque évident à la voir évoluer à l'époque? Oui, je pense même que j'avais eu une conversation avec elle en lui expliquant que si elle faisait les bons choix à travers, bien évidemment, ses choix sportifs et puis ses choix de formation,
Son parcours était plus ou moins écrit. Elle a su faire les bons choix, elle a su s'entourer des bonnes personnes. Et en fait, la page, elle écrit elle-même, quoi. Gridge, quand vous entendez Françoise comme ça parler de vous, vous avez envie également de la remercier parce que c'est peut-être quelqu'un qui à un moment vous a permis de prendre le bon chemin. Oui, c'est sûr que j'ai envie de la remercier parce que c'est vrai qu'elle a été ma coach quand j'étais en équipe de Bretagne. Et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup appris, même en termes d'exigence ou de rigueur. Et j'aimerais la remercier pour ça. Voilà, merci Françoise de nous avoir offert cette pépite. On espère qu'elle nous apportera une pépite en or en juin prochain au Canada. Merci de votre participation. Gridge, c'était vraiment une belle Coupe du Monde et riche, pleine d'émotions. Voilà. Merci beaucoup. Françoise, Gridge, une dernière question. L'avenir, c'est aussi les clubs. On sait que vous êtes très sollicité. Vous êtes en contrat avec l'En Avant de Guingamp jusqu'en 2016. Est-ce que l'avenir, vous le voyez du côté de Lyon, du côté de Paris, de l'étranger ou peut-être de l'OM, votre club de cœur? C'est vrai que pour l'instant, je suis encore sous contrat avec Guingamp jusqu'en juin 2016. Et pour l'instant, je me concentre plus sur ma saison et sur les prestations que j'ai à livrer le week-end avec Guingamp. Et pour l'instant, je ne me pose pas trop la question encore. Si tu veux gagner des titres, comme la Coupe d'Europe, je pense qu'il va falloir que tu fasses peut-être un choix à un moment donné, Paris ou Lyon. Bon, c'est là, normalement, on gagne les titres. Pour grossir un petit peu tout ça, plus le palmarès que tu vas avoir déjà au mois de juillet, déjà être championne du monde, et ainsi de suite. Je pense que c'est vraiment le cap pour toi, peut-être de choisir, à moins que Guingamp trouve des très très gros moyens et puisse jouer la Ligue des Champions, mais ça sera difficile, je pense. À un moment donné, il faudra peut-être faire le choix. Moi, j'ai essayé à un moment donné de t'attirer un petit peu à Lyon, parce que j'aurais bien voulu t'avoir à un moment donné, c'est vrai. Parce que bon, même si tu étais jeune, je pense que tu étais capable de jouer aussi bien dans l'axe que sur le côté. Il faudra faire le choix, à mon avis, si tu veux passer un cap. Patrice est amoureux ce soir. Oui, ce soir. Je sais pas ce qui lui arrive. Ah, mais Gridge est une très grande joueuse et il a du nez. Il y en a un autre qui est souvent très amoureux des femmes. Il est quasiment intenable. C'est ce terrible Thomas Mekisch et c'est l'heure de l'instant T. On se tait. Non plus, il m'avait appelé. Je vous rassure, je suis resté tranquillement à Guingamp. Voilà. Vous avez fait le bon choix. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait là pour le Chouchen, vous? Qu'est-ce qu'elle fait là? Quoi, toi, la chose? dire. Normalement, elle est avec moi, elle, d'habitude. Ah oui. Ouais. Ça va, elle est Tu sympa? veux couper décalé, tu le dirais bien. Elle est sympa, ça va, elle était bonne? Ok, bon, moi, ça m'a un petit peu vexé, Romain, qu'on ne fasse pas appel à moi ce soir. Du coup, je règle mes comptes. Oh lolo. Patrice. Non. Thomas, tu connais pas la dernière? Ta soeur veut m'épouser? Hein? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mélina. Ouais. Elle vient en plateau ce soir. Quoi? Mélina en plateau? Bah ouais. Elle fait l'émission avec vous? Ouais. Et moi? 5 minutes, comme d'hab en fait. Chroniqueur? Bah on va pas changer une formule qui gagne. Ok. Vous pensiez connaître Mélina? Regardez plutôt ça. Née à une époque où les photos étaient encore en noir et blanc, Mélina a connu une enfance heureuse. Mais vers l'âge de 15 ans, tout a basculé. Capillairement instable, la Boétie se réfugie dans la boisson, encore et encore. Dur, mais c'est pas fini. En 1989, lors d'une balade en forêt, Mélina fait la rencontre d'un aliment toxique, un mets qui deviendra son plat favori. S'ensuit une longue période de déchéance. Après avoir perdu le contrôle d'elle-même, la Boétie sombre dans la violence, meurtre en série, relations instables et surtout un ego de la taille de l'Alaska. Et pour finir, après avoir enchaîné les petits boulots de type chanteuse de cabaret ou encore assistante de Bouddha en Thaïlande, Mélina rentre en France en scooter, sans casque, normal. J'en ai fini. Ah non, dernière chose, depuis qu'elle fréquente ce type, elle est encore pire qu'avant.
C'était ma petite vengeance à moi. C'est lamentable. Gros dos, hein. Ah bon? Je suis désolée, c'est il est pas venu beau. me dire t'inquiète pas, je vais prendre 2-3 photos, mais vite fait. Bisutage ou jubilé alors pour Mélina? C'est bisutage. Non, je lui souhaite quand même le meilleur. Je lui souhaite le meilleur parce que je l'aime bien. Elle est Ouais, je très vais bonne. tendre l'autre joue, tu sais. On va faire un petit tour en Allemagne si vous le voulez bien. Bah oui, Romain, parlons regardez football, mon ces cher images, Thomas. parlons football. Francfort, Bayern, Munich, c'était ce week-end. Alors après la défaite 2-0 face à Wolfsburg la semaine dernière, Francfort s'incline 2-1 sur sa pelouse face au Bayern Munich. Iwabuchi et Stengel sont les buteuses pour les Bavaroises, tandis que Veronika Boquet, a inscrit le Boquete, but l'espagnol. de Francfort. En effet, Patrice, vous me disiez tout à l'heure que malgré leurs difficultés en championnat, elles allaient assurer en Ligue des Champions. Francfort, Vous confirmez s'il ne déconne pas trop, normalement, il devrait aller en finale. Bon, j'ai une dernière petite question à vous poser. Vous savez qu'on a les droits de retransmission pour la Coupe du Monde. On en a un peu 2030. parlé, mais Vous en c'est avez- bien de le redire. J'étais pas là. Voilà. Ouais. Et ben on était tous très contents d'avoir les droits. On a fait une petite fête avec Romain. On s'est pris dans les bras. Vous avez eu quelle réaction vous quand vous avez appris que votre chaîne allait avoir les droits, Patrice? Ah, il était content, je crois. Je sais plus, je m'en rappelle plus. Ah, si, regarde. Rappel. Oh ouais. Théo là, je suis là. Il y a 2-3 volets là. Hein. Il y a 2-3 volets. Déjà, je croyais qu'il avait mis le paquet sur moi, mais finalement, t'es bien servi. Eh bien, merci mon cher Thomas. On a passé encore un excellent moment tous ensemble. Avant de se quitter, il y a le moment de la dernière question. C'est une tradition chez nous. Je ne la poserai pas. C'est votre coloc, Gridge, qui s'en charge. Ouais, Gridjou, il y a l'électricité qui a sauté là. Tu peux pas venir vite fait remettre parce que j'arrive pas. Elle a pété les plombs. Comment on fait quand c'est comme ça? Bah, on demande à Gridge. Ouais, on rentre vite à Guingamp pour réparer tout ça. Ouais, je me demande Voilà, des Clarisse, personnes. elle va s'en charger. Ne vous inquiétez pas. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je remercie évidemment nos chroniqueurs, nos journalistes, Erwan Geloen, qui a été une fois de plus un chef d'édition parfait. Il nous a même rappelé que, comme d'habitude, Yona Bois ne se sert pas de sa carte blanche. Ça, c'est pas nouveau. On remercie Jeff Biotois, notre réalisateur, toutes ses équipes techniques. On a pris un grand plaisir à être avec vous ce soir. Rendez-vous lundi prochain avec une invitée à l'accent sympathique. C'est la surprise de la semaine. Et nous, on est là. Et quelque part... Oui. Oui, on est tous des fans. Des fois, Des fans de foot. on est déjà tous des fans de foot. À lundi. Ciao. Et la Coupe du Monde, c'est chez nous. On a les droits. On a les droits.